Merci, cher ami, je connaissais le papa, maintenant je connais le fils. Voilà. Donc oui, quand j'entends le mot historique, je pense toujours à la branche de l'OLP Canal Historique avec Georges Apache, bon, donc, qui était plutôt un adversaire. Mais bon, donc en tout cas, c'était sympathique dans votre bouche, et effectivement... Une fois, Jean-Marie m'a pris par l'épaule, il me dit, tu vois, on est les plus anciens maintenant. Ben, je lui dis, ah bah oui, vous êtes gentil, Jean-Marie. Oui, enfin bon, je suis quand même le plus jeune parmi les plus anciens. Mais enfin bon, voilà. Donc, mais c'est vrai que, bon, enfin bon, c'est une autre histoire. Donc, je suis très heureux de me retrouver sur ces terres nantaises, comme quel est votre prénom? Gauthier. Voilà, Gauthier. À Gauthier-Boucher, ma famille est originaire en réalité de Loire-Inférieure, ou Loire-Atlantique, comme on dit aujourd'hui, et nous avons des tombes à Guérande. Donc, j'ai toujours, même si depuis plusieurs générations, malheureusement, nous ne sommes plus présents sur cette terre nantaise. Donc, je salue des amis qui sont ici présents, Jean Romé, un fidèle compagnon. Voilà, et merci encore à messieurs Boucher, père et fils, d'avoir organisé cette conférence. On va aborder des choses passionnantes, bien que terribles. Alors, j'ai envie de partir, on fera un petit peu de théorie, on abordera un peu ces fameux concepts de l'islam, que d'ailleurs le maréchal président Abdel Fattah el-Sisi a demandé explicitement à l'université Al-Azhar de remettre en question, en tout cas, un certain nombre de concepts de l'islam. Il a été jusque-là. C'est pourquoi, effectivement, et c'est un des 4 points de l'actualité que je voudrais mettre en exergue, et à partir de là, on va, si vous voulez bien, on va réfléchir sur cet islamisme qui fait des siennes au Moyen-Orient, mais qui commence à arriver chez nous, et qui est déjà arrivé. La visite de Marine Le Pen est vraiment capitale. Je l'ai vraiment félicité, ainsi qu'Emery Choprade, parce que c'était vraiment être au moment où il fallait, là où il fallait. Parce qu'on a vraiment des... Moi, je suis très inquiet de la progression de Daesh en Syrie et en Irak. Et tout d'un coup, voilà un homme, je pense, vraiment providentiel, qui n'est pas seulement un... Je pense, honnêtement, bon, il ne faut peut-être pas s'emballer trop vite, mais je crois voir dans cet homme, non seulement un homme très fort, comme l'avait pu l'être Hassan II, d'une certaine manière, mais avec en plus une pensée assez profonde, peut-être même plus qu'Anwar el-Sadat, qui pourtant déjà était quelqu'un qui avait une certaine hauteur de vue et qui était ce qu'on appelle un musulman modéré, ou tout simplement un musulman qui avait une philosophie personnelle qui lui permettait de critiquer ce qui était critiquable dans l'islam et de retenir seulement un certain nombre de concepts plus pacifiques. Je rappelle quand même qu'Anwar el-Sadat, tout Anwar el-Sadat qu'il était, sous d'ailleurs à l'époque l'influence des frères musulmans, qui l'assassinèrent plus tard, et évidemment Sisi s'en souvient, sous l'influence des frères musulmans, Anwar el-Sadat avait emprisonné le prédécesseur de Théodore II, c'était le patriarche copte, Shenouda III à l'époque, et il avait été en prison, et c'est Sadat qui l'avait mis en prison. Donc on voit bien l'influence des frères musulmans à l'époque, et, bon, et d'ailleurs l'université Al-Azhar, où Marine a rencontré le grand imam, l'université Al-Azhar a été durant un temps favorable aux frères musulmans. Et puis voilà qu'aujourd'hui, eh bien, sans doute, peut-être en partie, pas uniquement, grâce aux admonestations de Abdel Fattah el-Sisi, eh bien, voilà qu'il semble que l'université Al-Azhar parte en guerre contre les frères musulmans, le salafisme, et c'est évidemment une bonne nouvelle. Bon. Donc, si vous le voulez bien, je voudrais partir donc de 4 points de l'actualité brûlantes. 1. La commémoration du génocide arménien et la non-reconnaissance de la Turquie de ce même génocide, parce que la Turquie est une puissance clé pour comprendre l'avancée de l'islam. Deuxièmement, évidemment, les victoires à répétition, et qui commencent à devenir inquiétantes, de Daesh au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, principalement. Et puis, bien sûr, pour se rapprocher en tout cas de l'interface entre l'Orient et l'Occident, le voyage de Marine en Égypte et l'attaque invraisemblable, c'est le 4e point, du Qatar contre le Front National. Moi j'ai dit à Florian, tu es attaqué par le Qatar, on te soutient et fais attention, on est de tout cœur avec toi, quoi. Là, c'est quand même un de nos vice-présidents qui est attaqué par le Qatar, c'est quelque chose... alors on ne va pas tomber dans la complotite, bon, mais
vous savez, quand il peut y avoir quelque excité islamique qui, dans le sillage de cette attaque juridique pour le moment du Qatar contre le vice-président du Front National, contre un des vice-présidents du Front National, pourrait se sentir l'envie de donner un coup de poignard. Bon, aujourd'hui, il faut le soutenir à 100%, bien sûr, Bachar. Quant à Kadhafi, on sait très bien qu'à un moment donné, ça a été quelqu'un qui a été contre l'Occident. Bon, mais c'était pas forcément, et c'était pas astucieux non plus de débarquer. Bon, donc, en tout cas, l'élimination du régime du Baas irakien est une erreur, mais fondamentale, une erreur lourde. C'était vraiment... Parce qu'il faut savoir que les Assad, père et fils, ont protégé les chrétiens dans leur pays. C'est la réalité. Bon, ce n'est pas le cas de Hafez et Bachar el-Assad en dehors de Syrie. Mais Saddam Hussein et le régime irakien, non seulement ils protégeaient les chrétiens et les minorités chrétiennes en Irak, mais ils protégeaient les chrétiens en dehors d'Irak. Puisque les chrétiens du Liban recevaient des armes 3 ans de suite pour $1 milliard par an de Saddam Hussein. Les milices chrétiennes au Liban ont reçu en 88, 89, début 90, $1 milliard d'armement de Saddam Hussein. Voilà. Bon, donc, c'était une des raisons. Alors, revenons justement à la Turquie, parce que là, c'est quand même très important, et j'essaierai dans ma conclusion de donner peut-être 2 principes d'action qui pourraient sous-tendre une politique saine politique et une diplomatie efficace au Moyen-Orient. À la fois pour nous protéger, pour protéger les minorités chrétiennes, et à la fois pour nous protéger en ricochet en quelque sorte en Europe. Donc la Turquie, c'est fondamental. C'est pour ça que ce génocide arménien, alors j'ai été fasciné de voir que la veille du 24 avril, qui est le jour de déclenchement des génocides arméniens, puisque c'est là, à Constantinople, Istanbul, que le mouvement Jeunes Turcs déclenche la première nuit d'élimination des élites arméniennes. Et on a fêté un peu partout ce centenaire du génocide arménien, reconnu seulement par 23 pays dans le monde, alors qu'il y a 240 ou 235 pays sur la planète. Et bien sûr, la Turquie ne l'a pas reconnu. Ce génocide arménien est un peu la matrice de tous les génocides du XXe siècle. Alors en réalité, et il y a des historiens dans cette salle, lorsque nous sommes intervenus au Conseil régional PACA, au nom du Front National, nous n'avons pas manqué de faire référence à un autre génocide qui est peut-être une matrice encore plus philosophique, c'est le génocide vendéen. Génocide vendéen, et peut-être, de même que la Révolution française, dans ses excès, on va dire, au minimum, a inspiré les idéologies destructrices du XXe siècle, le nazisme comme le communisme, le génocide vendéen, c'est certainement une matrice essentielle. Mais d'un point de vue politique, on va dire, d'un point de vue efficacité dans l'horreur, le génocide arménien est certainement capital. Hitler aurait répondu à des officiers SS qui lui disaient « mais qu'est-ce qu'on dira de nous qu'est-ce qui va se passer si on apprend qu'on a éliminé autant de juifs, etc. » Et Hitler répond « qui se souvient aujourd'hui du génocide arménien ?» Ce qui fait dire à Serge Klarsfeld, et peut-être il va trop loin dans son raisonnement, il va jusqu'à dire sur une télévision périphérique le 23 avril au soir, au cours d'un débat, si on avait reconnu le génocide arménien, si on l'avait empêché ou si on l'avait reconnu et si on avait condamné la Turquie, en tout cas si on avait condamné ses auteurs, il n'y aurait pas eu le génocide juif. Bon. Ce qui est intéressant dans ce génocide arménien, avant de reparler de la Turquie, il faut d'abord comprendre, parce que la Turquie c'est capital, parce que je vous signale que les États-Unis et l'Europe de Bruxelles, ils n'ont pas encore renoncé à la faire rentrer dans l'Union européenne. Donc on est là au cœur du problème. Et on vient d'apprendre que la Turquie a été prise la main dans le sac en train de livrer des armes dans des camions qui soi-disant avaient des distinctions humanitaires, des armes à l'État islamique, autrement dit Daesh. Bon, il faut savoir que ce fameux génocide arménien, qui en quantité est aussi important que le génocide juif,
parce que c'est pour ça que la déclaration de Klarsfeld est très importante. Les députés européens du Front National avec Jean-Marie Le Pen ont demandé, c'est les premiers, c'est tout l'honneur des députés Front National de Le Pen, d'avoir demandé la reconnaissance du génocide arménien. On se situe là, dans la deuxième partie des années 80. Et d'ailleurs, c'est l'honneur du Front National et de l'association La Griffe, d'ailleurs, d'avoir engagé des poursuites pour essayer de faire reconnaître le génocide arménien. Elle échouera, mais après, l'Église arménienne et des associations arméniennes reprendront le flambeau et obtiendront gain de cause. Bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, la Turquie a une certaine permanence dans sa haine, en tout cas de tout ce qui est hétérogène, à sa nation, on va dire, à la fois ottomane et islamique, même si c'est un mélange des deux. Parce que, comme on va le voir dans un instant, c'est le mouvement jeune turc qui prend le pouvoir après le dernier sultan, Abdülhamid, qui va faire l'essentiel du travail du génocide. Mais le dernier sultan va en éliminer quand même 200 000. Et puis, il y a, à partir du 24 avril 1915, la planification organisée du génocide arménien et de tous les chrétiens, parce qu'il y a 3/5 d'Arméniens parmi les chrétiens en Turquie, le reste c'est des Assyro-Chaldéens et quelques Grecs qui seront éliminés également. Il y avait 4 millions de chrétiens en Turquie au début du XXe siècle. 4 millions sur 20 millions, 20%. Aujourd'hui, la Turquie c'est, je crois, presque 80 millions d'habitants, il n'y a pas 100 000 chrétiens. C'est-à-dire que la Turquie a exterminé, désintégré ces communautés chrétiennes. Alors, on veut l'intégrer en Europe et elle a désintégré, elle, ces communautés chrétiennes. Alors, le dernier sultan, le mouvement jeune turc sur lequel on va revenir, parce qu'il faut étudier en deux minutes quand même sa méthode et son inspiration pour avoir voulu extirper toute minorité chrétienne de Turquie. Et malheureusement, le mouvement de Mustafa Kemal, pour lequel nous avons d'une certaine manière une certaine admiration sur certains points, parce qu'il va entraîner la Turquie vers un certain laïcisme, et ça c'est toujours une bonne chose par rapport à l'islam, malheureusement pour la Turquie, malheureusement pour la permanence d'un sentiment turc très fort, et presque ancré dans son nationalisme turc, Mustafa Kemal Atatürk va également continuer le boulot, il va en massacrer encore un certain nombre, les derniers. Bon. Alors, donc il y a vraiment un problème avec la Turquie, par rapport aux minorités chrétiennes. Alors, ce mouvement jeune turc, c'est assez intéressant, c'est de voir que sa haine de la chrétienté, elle vient de deux origines. Bien sûr, un substrat islamique et la conjonction d'un certain nombre de principes, et on retrouve bien sûr là une haine du christianisme. Et c'est fabuleux de voir que le mouvement jeune turc planifie, organise cette extermination avec ces deux inspirations qui se sont entremêlées. Bon, donc aujourd'hui on a une Turquie qui ne veut pas reconnaître ce génocide. Pourquoi c'est important que la Turquie reconnaisse ce génocide? Uniquement d'un point de vue politique et pour l'avenir. Parce que ne serait-ce que, de toute façon, je pense que notre position, elle ne variera jamais. Nous sommes contre l'entrée de la Turquie en Europe. C'est fondamental. Bon, dans l'Union européenne. En revanche, on peut très bien, après, on peut très bien avoir des relations économiques, parce que la Turquie, c'est un pays qui est quand même relativement incontournable sur le plan économique, c'est une grande puissance, il y a un certain génie turc, c'est pas que d'imbéciles, loin de là, c'est un pays qui peut être brillant, et donc on peut très bien imaginer, chacun chez soi, mais des relations économiques. Mais là, par contre, en revanche, elles doivent être assujetties à un minimum, enfin, c'est pas seulement un minimum, assujetties à des conditions bien particulières que la Turquie doit assurer par rapport à la défense des minorités non musulmanes, chrétiennes et d'ailleurs pas forcément chrétiennes, mais qui peuvent être des minorités de sectes islamiques généralement persécutées, comme les Kurdes ou comme les Yazidis qui sont persécutés en islam, ou les chiites bien sûr, ou
des sectes encore dans les chiites, comme les alaouites, etc., ou les druzes. Et donc, il est clair qu'on ne peut avoir de relations saines avec la Turquie que si on l'oblige à reconnaître le génocide arménien pour qu'elle se sente obligée de garantir la sécurité des minorités chrétiennes dans toute cette région et de sa zone d'influence. Parce que c'est la grande puissance locale. Il n'y a plus d'État irakien. C'est la faute monstrueuse des Américains. L'État syrien, moi je le vois avec angoisse. Je pense que Bachar el-Assad est malheureusement en train de perdre la guerre. Il faut soutenir, les Russes le soutiennent encore à tout prix, mais il ne suffit pas seulement d'avoir des armes, il faut des combattants. Et moi je vois là une avancée inquiétante de l'État islamique en Syrie. Donc plus peut-être d'État syrien. La Turquie, à la limite, ne mérite pas d'avoir un président de cette nature qui entraîne la Turquie vers l'intégrisme. Je pense que c'est peut-être le cas dans cette assemblée. Moi, je connais un certain nombre de Turcs, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas tout jeunes, mais qui représentent la Turquie laïque, qui effectivement est totalement anti-islamiste. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Pourtant, ils ont existé. Et c'est ces gens-là qui devraient être à la tête de la Turquie et entraîner la Turquie du bon côté et pas du mauvais. Voilà, alors, à partir de ce point, je voudrais maintenant revenir juste d'un mot sur le voyage de Marine en Égypte, juste pour expliquer que, justement, en Égypte, l'intérêt, c'est qu'on voit qu'au-delà du maréchal Sissi, c'est un pays, par le passé, qui a une propre identité nationale. Au-delà du fait que, à part 10% de la population, et c'est important, ça fait quand même presque 10 millions, ce sont les Coptes, c'est d'ailleurs peut-être les premiers Égyptiens, enfin, peut-être, il y a eu des mélanges, mais enfin, les descendants des pharaons, c'est plus les Coptes que les 90% de musulmans. Bon, enfin, c'est un pays musulman immense, avec une très forte communauté copte qui a été persécutée relativement souvent, mais on voit aujourd'hui que Sissi est en train d'aller, est en train de les protéger. Mais surtout, il y a eu, l'Égypte est un pays, bien certes pauvre, on ne peut pas dire le contraire. Quand on va au Caire, bon, c'est vraiment une ville à la fois passionnante, mais on n'est vraiment pas dans l'opulence. Mais c'est une ville c'est un pays de civilisation et c'est un pays même aujourd'hui de culture. Il y a un cinéma égyptien qui est important. Tous les films qui sont regardés dans le Maghreb et jusqu'au Moyen-Orient, au Liban, ce sont des films égyptiens, aussi des films turcs. Mais un peu comme l'Inde est un pays de culture pour toute sa région, ou comme la Corée l'est également, je pense au cinéma, au théâtre. La Corée, bien sûr, du Sud est en train de dépasser le Japon dans un certain nombre de domaines. En tout cas, c'est des travailleurs acharnés. Je viens d'apprendre que l'école de piano, je ne sais pas s'il y a des pianistes dans la salle, moi j'adore le piano classique, l'école coréenne de piano est en train de devenir extraordinaire. Bon, on connaissait déjà les pianistes chinois, les pianistes japonais, bon, enfin voilà. Donc il y a comme ça dans toutes les régions du monde des pays qui ont un certain rayonnement, et l'Égypte fait partie de ces pays qui ont eu un rayonnement. Et donc, il est capital, on espère que la Tunisie va plutôt rester du bon côté et pas tomber dans l'islamisme. La Tunisie est certainement le pays le plus évolué du Maghreb. Je suis un peu inquiet sur le Maroc. Le Maroc, quelqu'un posait une question dans une autre conférence, le Mohamed VI, on ne sait pas trop, là, il louvoie avec l'islamisme. La montée de l'islamisme, elle est claire au Maroc aussi. Hein. Bon. Donc, l'Égypte, c'est vraiment une des rares puissances sur laquelle on peut peut-être se reposer. Donc là, pour le coup, de livrer des armes à l'Égypte, on est d'accord. Hein, c'est pas tout à fait la même chose que de livrer des armes au Qatar. On va y venir dans un instant. Et donc il faut soutenir à 100% l'Égypte, c'est clair.